Bonjour, il est 19h, nous sommes le premier lundi du mois. C'est l'heure des Écos partent en live sur Radio Ems. Les Écos partent en live, l'émission des concerts de Montreuil et de l'Est parisien. On y retrouve un agenda concert, des interviews et surtout beaucoup de musique. Les Écos partent en live, c'est tout de suite sur Radio Ems. Pour cette édition des Écos partent en live au creux de l'hiver, je vous propose de la musique pour réchauffer vos chaumières, surtout que nous allons devoir y rester manifestement encore un petit bout de temps. Partons à l'aventure, partons dans un voyage temporel, rappelons-nous les bons moments, les jam sessions de la miroiterie. Nous en parlerons tout à l'heure avec ces deux invités qui étaient des habitués de cet endroit. Pour ceux qui en étaient familiers, attention, instant nostalgique. Mon premier invité est Benjamin Sens, batteur de jazz. Aujourd'hui, il a son quintet Direction. Son album The Escape est sorti à l'automne. Il était autrefois l'instigateur en grande partie de ces jam sessions de la miroiterie. Nous allons donc aussi aborder cette partie d'histoire de jazz de Paris. Benjamin Sens dans les Écos partent en live, c'est tout de suite. Bonjour Benjamin. Bonjour Jérôme. Et merci d'être avec nous sur les Écos partent en live pour ce moment dédié à la musique et au jazz. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Donc tu es batteur de jazz, tu es donc le leader du groupe Benjamin Direction. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours et ce nouveau groupe ? Je suis arrivé à Paris en 99, je viens de Seine-et-Marne et j'ai grandi musicalement en côtoyant des musiciens d'un peu toutes origines et sociales et origines de pays, des musiciens de pays différents. Voilà, africains, américains, français, japonais, et c'était surtout en jouant avec eux que j'ai appris en fait. Mais j'ai quand même pris des cours de batterie avec Daniel Pichon, un grand pédagogue. Et c'est comme ça que j'ai grandi, c'est en jouant avec différentes personnes, toujours en situation, dans des clubs, dans différents lieux. Et puis j'ai aussi à partir de 99, j'ai fait partie d'une équipe d'artistes, dont d'ailleurs j'étais le seul musicien. Et je les ai rencontrés à l'hôtel Survolt, qui était un squat parisien, rue Notre-Dame de Lorette, dans le 9e. Et puis ensemble, on a ouvert un lieu qui s'appelait Les Falaises. Et donc, ça a été un lieu d'effervescence musicale, créatrice, picturale. Il y avait du théâtre aussi, culinaire. Et ensuite, j'ai eu plusieurs expériences urbaines comme ça, d'ouverture de lieux et de jouer de la musique, vraiment la musique qu'on voulait, de la musique. J'ai pas cherché à bien jouer de la musique très propre, comme on me demandait. En tout cas, comme il aurait fallu que je fasse pour tout de suite bien gagner ma vie avec. Donc pas mal d'expériences comme ça, et puis ensuite du jazz très libre alors en fait. Oui, du jazz libre, des musiques improvisées, des musiques de free, de free jazz, de free rock, mais aussi des musiques africaines, des musiques même aussi contemporaines, dans l'approche timbrale. Et donc, et c'est comme ça que j'ai évolué. Et puis donc au contact de mentors comme le batteur Sonny Murray, le saxophoniste David Murray, des gens comme Archie Shepp, les batteurs Paco Seri, Brice Wassi. Donc j'ai joué avec des Gnawa comme le maître Slimane Kouidri qui m'a appris.
Donc beaucoup de musiques africaines, parce qu'en France il y a beaucoup d'Africains, et à Paris notamment. Paris c'est vraiment un carrefour hein, qui est très très important musicalement, avec la Turquie, il y a des Turcs, il y a des Africains, il y a des Américains, il y a des Français avec tout le bagage qu'on peut avoir, qui est quand même assez fabuleux. Toute cette musique contemporaine est issue de la musique classique. Voilà, toute la musique classique contemporaine, avec le conservatoire notamment. Moi, j'ai pas fait le conservatoire, mais j'ai côtoyé des gens qui avaient fait le conservatoire. J'ai joué avec eux, donc j'ai appris comme ça en prenant l'information musicale de chacun. Et donc, comme justement, j'allais pas à l'école, aller récolter les informations musicales a toujours été quelque chose de très très important pour moi. L'information musicale, elle était prise au détour d'une conversation surprise, quoi. C'était comme un trésor, comme une pépite. On se réunissait au studio des Ilettes, qui était un vieux club à Barbès, dans une arrière-cour. Et là-bas, il y avait aussi bien Sonny Murray et des gens comme Sonny Simons qui venaient, et des Américains de passage. Kid Jordan, Archie Shepp, qui est installé lui, et puis d'autres musiciens qui étaient en train d'apprendre, qui étaient en train d'en découdre au conservatoire, comme Jean-Philippe Morel, Médéric Collignon, Thomas de Pourquerie, Laurent Barden, Maxime Delpierre. Je suis de cette génération, et c'était chouette. Et donc après il y a eu les Falaises avec donc là, j'étais vraiment, pour le coup, pas trop avec donc les musiciens issus du conservatoire. Je pense qu'il y avait peut-être un petit, il y avait un clivage peut-être aussi social. Je pense qu'il y a un clivage social qui est réel en fait entre les gens qui font le conservatoire et les gens qui le font pas dans la musique, parce que c'est une musique, c'est une école, c'est une grande école qui forme, comme toutes les grandes écoles, une certaine élite, on va dire. Et c'est vrai que les gens qui sortent de cette école sont vraiment sont complets à pas mal d'égards. Moi, j'ai pas fait comme ça. Voilà. Mais et ensuite, j'ai joué avec Fantasio. Fantasio qui fait de la contrebasse, hein. Voilà, qui joue le contrebassiste, chanteur, qui est un artiste assez incroyable. On peut pas le définir juste par ça. Très engagé aussi. C'est un poète très engagé, voilà. Il m'a emmené à la Miroiterie, qui était déjà à l'époque le plus vieux squat d'artistes en activité, et pas que d'artistes, c'est important de le dire, de Paris. Et voilà, moi c'est cette culture qui m'a construit. Et voilà, j'étais là-dedans tout le temps, et j'ai organisé des concerts à partir de 99 à l'Hôtel Survolt, puis aux Falaises, et puis à la Miroiterie pendant 8 ans et demi. On a fait les jam sessions de la Miroiterie, qui est un laboratoire de musical en fait, et d'échange avec qui était ouvert à tout le monde, à toutes les classes sociales. Il y avait de tout le monde se retrouvait là-bas, quoi. Et grâce à, on a mené ça très très bien avec Charlotte de Jésus, qui est une passionnée de musique, une personne qui a toujours eu à cœur de communiquer l'information musicale aux gens, aussi bien par des tracts que par le bouche à oreille, qu'en en parlant à la radio, et dans tous ces endroits, et partout où elle pouvait en fait. Et donc la Miroiterie, donc c'était au 88 rue de Ménilmontant. Qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il pleuve, il y avait de la musique, des musiques libres qui se passaient là-bas, et de très grands musiciens. Parce qu'on a commencé, moi j'ai démarré cet événement. Je rentrais d'une tournée aux États-Unis et en Europe avec David Murray et The Goka Masters. David Murray and the Goka Masters, c'est un projet
que j'aime beaucoup. Donc je jouais avec Hervé Samb, le guitariste. Et on a déjà d'ailleurs fait un groupe ensemble pendant 10 ans de jazz avec africain, avec on mélangeait la musique il y avait un Malien, un Camerounais, lui il est sénégalais. Il y avait Thomas de Pourquerie au saxophone, il y a eu Laurent Géniez aussi, il y a eu Olivier Temim au saxophone, Sylvain Fétis aussi. Et donc c'était vraiment chouette. Et donc avec David Murray, on a démarré les jam sessions de la Miroiterie. Et donc beaucoup d'Américains qui venaient jouer dans les festivals comme Son d'hiver ou Banlieue Bleue, et le dimanche, ils se retrouvaient chez nous dans cet endroit un peu interlope qui intriguait beaucoup les gens et qui était plein à craquer tous les dimanches. Et donc c'était chouette. C'était chouette de voir des musiciens du quartet de David Murray jouer avec d'autres musiciens de passage comme Oliver Lake ou Roscoe Mitchell de l'Art Ensemble of Chicago, et puis des élèves, des musiciens débutants qui n'allaient pas forcément à l'école en fait, mais qui prenaient l'information musicale d'une manière sensible, directe, sur scène avec un public. Comme tu l'avais fait en fait finalement, c'est un peu toi tu avais fait ton parcours et puis il y a des gens qui prenaient entre guillemets la relève, qui ouvraient une porte et qui du coup étaient aussi des gens qui apprenaient. Donc c'est comme c'était dans le temps, t'as eu les deux rôles quoi, où t'as appris puis après t'as peut-être donné des choses aux gens. C'est comme ça en fait. Moi je suis pas mal dans les musiques de racines africaines. Donc j'ai joué des musiques du Maghreb, le jazz évidemment, des musiques caribéennes aussi, et dans toutes ces musiques il y a une dimension orale qui est importante et une dimension communautaire, et ça c'est important. Donc c'est tout simplement, moi j'ai un peu reproduit de manière très naturellement ce que moi je cherche dans la musique en fait. Alors après, ça m'a permis aussi de faire d'être en contact avec un grand réseau de musiciens. Et donc dans cet endroit, il y a beaucoup de musiciens qu'on retrouve aujourd'hui qui venaient jouer quoi, comme Naïsam Jalal, Grégory Privat, Thomas de Pourquerie, tous ces gens-là, quoi. Brice Wassy, voilà. Et Julien Després, il y avait le collectif Quax, il y avait des musiciens de plusieurs collectifs qui venaient, qui se retrouvaient là-bas. Donc on retrouvait des gens du collectif 11-11, Coax, dont le tri collectif aussi à leur début, et c'était super chouette parce que c'est ça qui est bien, c'est dans la diversité que moi je me retrouve en fait. J'ai jamais été dans une seule scène. J'ai jamais été musicien de bebop ou musicien de musique africaine ou musicien de musique free improvisée européenne. Mais j'aime tout ça. Parlons un peu du collectif MIR. Et le collectif MIR, M-I-2-R, ça vient de miroiterie. Parce que M-I-2-R comme miroiterie. D'accord. Et il y a 2 R parce que dans miroiterie il y a 2 R. Donc c'est le nom. De Jésus, du coup, j'imagine. Au début, mais c'était une autre aventure. Puis nous, elle est partie vers d'autres aventures avec dans la musique contemporaine, avec le Quatuor Bella, qu'elle a mené elle a vraiment mené cette autre aventure de main de maître. Et puis moi je suis directeur artistique, l'un des directeurs artistiques du collectif MIR, qui est un regroupement de musiciens et avec des personnes qui travaillent au développement de projets de création.
dans la sphère plutôt. On cherche des résidences, on fait des créations dans des lieux, on cherche le soutien financier avec les organisations en place en France tant qu'elles y sont encore. Oui. Voilà. Et voilà. Et ça se passe plutôt bien. On organise un festival en biennale, on organise un échange international. On vient de créer un label. Donc c'est grâce, il faut le dire, à Anne Bernon et Lucie Baudin, qui sont deux chevilles ouvrières de personnes incroyables, aux sources, qui travaillent, comme on dit, les perles rares dans le milieu de la production. Oui. Et ça se passe bien. Il y a Herman Mehari, un trompettiste de Kansas City, qui est installé à Paris depuis 5 ans. Il y a Ricardo qui joue dans ton quintet. Qui joue dans mon quintet. Et il y a Ricardo Izquierdo qui joue aussi dans mon quintet. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est de jouer dans les formations les uns des autres. Et il y a aussi Sébastien Buchholz, voilà, qui joue pas dans mon quintet, mais qui joue dans d'autres projets. D'accord. Voilà. Et donc ça se passe comme ça, et donc ça avance. Alors, c'est tout. Vas-y. Non, mais du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton dernier quintet, du coup, que je vois qui est sorti sur label Mir, avec notamment les deux musiciens dont tu viens de nous parler tout à l'heure. Exactement. C'est un album, c'est mon dernier album, c'est l'album de mon nouveau quintet. Parce que j'avais déjà fait un premier album en quintet en 2011 majeure, avec une autre équipe. Et donc là, c'est avec Luca Fattorini à la contrebasse, qui est un contrebassiste fantastique. Il y a Rob Clearfield au piano, qui est un pianiste qui est originaire de Chicago, qui est installé à Paris depuis 3 ans maintenant. Voilà, et lui, il joue avec notamment des gens comme Makaya McCraven ou Marquis Hill ou Caroline Davis, voilà. Il y a donc Ricardo Izquierdo, Herman Mehari, et donc cet album, ça s'appelle The Escape parce que c'est comment dire, dans toutes ces choses en fait auxquelles je m'emploie, qui participent en fait pour moi du terreau de la musique. C'est-à-dire, c'est important pour moi de créer le contexte idéal pour que la musique puisse se faire. Et des fois, créer le contexte, comme s'occuper d'un squat ou s'occuper d'un collectif de musique, ça prend beaucoup de temps. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, faut surtout pas que je perde de vue que je suis d'abord musicien, compositeur, et que je dois m'occuper de faire de la musique et de sortir des disques. Donc The Escape, ça veut dire ça. C'est tombé un moment où j'avais vraiment des choses à dire, certaines que j'avais pas dites depuis longtemps, et d'autres que j'avais envie de continuer à découvrir. Et donc ce quintet, je suis très très heureux parce que je pense que c'est mon travail le plus abouti à ce jour dans les musiques de jazz. Alors, donc tu as ce quintet, mais tu as aussi un trio, le trio Uns. Est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites avec ce trio ? Ouais, bien sûr. Alors, ce qui est chouette avec Uns, c'est que d'abord c'est un trio qui s'est rencontré qui s'est formé à la Miroiterie. En fait, j'avais vraiment envie de faire un trio sans basse, parce que c'est toujours, il faut toujours être très inventif quand on joue sans basse, parce que la basse c'est le milieu de tout. Dès qu'un bassiste fait une note, tout le monde doit se repérer par rapport à ça. Donc si on enlève la basse, il faut échafauder plein de choses
pour faire que la musique tienne debout en fait. Et donc j'avais envie j'ai organisé j'ai rencontré Karsten Orapfel, le guitariste, qui joue avec Naïsam Jalal entre autres, et Antoine Viard qui fait partie du collectif Coax, et j'aurais proposé de faire un trio. Et depuis, ça fait 6 ans qu'on joue ensemble, et c'est vraiment passionnant ce qui se passe. Et donc, on sort un album là. Il y a un premier single qui sort vendredi d'ailleurs. Ah. Donc, je vous conseille de vous connecter à l'Instagram et Facebook, Twitter, tout ça du collectif Mir. Bien sûr. Et on rappellera les adresses. Voilà, et puis peut-être on peut écouter un morceau. C'est prévu à la fin de cette interview. Vous avez donc une date au Paris Jazz Festival, c'est le 28 juillet. C'est un concert, il y aura 2 concerts, et donc on va partager la scène avec le groupe de Célène Saint-Aimé. D'accord. Qui est une contrebassiste très talentueuse et qui fait une musique que j'aime bien. Alors on va y aller. Il faut en croisant les doigts que ce sera possible de le faire. Ouais. Est-ce que tu as aussi un message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs, peut-être par rapport à même si on a beaucoup parlé de la maroterie et du jazz, quelque chose que tu aimerais dire aux gens par rapport à la musique et ce qui se passe actuellement, peut-être. J'ai surtout envie que, j'ai un message à faire passer à toutes les musiciennes et tous les musiciens, qui est courage, continuez à travailler votre instrument, continuez à travailler la musique, même si c'est difficile, même si des fois on n'a pas envie, même si ça peut être parfois un peu déprimant, voire plus de ne pas jouer devant des gens, de ne pas avoir de concert, et puis à la base de ne pas avoir à manger non plus, puisque on ne sait pas trop ce qui va se passer, je crois, après le 21 août pour les intermittents. Et puis il y a tous ceux qui sont pas intermittents. Et voilà, moi j'ai vraiment envie juste d'envoyer un message de solidarité à tous les musiciens et musiciennes, de pas lâcher, quoi, de pas lâcher, de continuer à jouer de la musique, qu'un jour viendra où les gens redécouvriront tout ça avec une grande soif et une grande intensité. Et les gens garderont ça dans leur vie et refuseront que ça leur soit enlevé, parce qu'aujourd'hui ils savent plus vraiment ce que c'est, en fait, avec les téléphones portables, avec tout ça, avec les musiques. Aujourd'hui les enfants ils écoutent des musiques qui sortent des portables, ils savent pas que à l'origine il y avait des instruments derrière. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est à la limite ça, quoi. Donc ouais, courage. Et puis à tous les gens qui sont pas musiciens, mais qui aiment la musique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas la musique, même si on a pas de culture, même si on n'a pas, c'est pas une question de sensibilité, excusez-moi, c'est une question d'éducation, hein. Parlons clairement, c'est une question d'éducation, hein, la musique, voilà. Il y a des gens qui disent, qui écoutent de la musique, c'est n'importe quoi, sur leur téléphone, parce qu'il y a l'image qui est liée à la musique aussi. Enfin, on mélange tout aujourd'hui un peu, mais c'est important en fait, l'éducation, s'instruire, de comprendre c'est quoi la musique. Ouais, mais la culture. Pourquoi les musiciens sont très impactés aujourd'hui? Pourquoi la culture elle est autant impactée aujourd'hui par tout ce qui se passe? C'est parce que la culture, on nous l'a clairement dit, on n'en a pas, c'est pas nécessaire, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc
Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir par rapport à ça. Et clairement, hein. Donc c'est important de la culture en fait, elle est importante. C'est pas que la musique, hein. C'est tout ce qui va avec. Donc quand je vous parle d'un lieu où les gens se retrouvent toutes aux classes sociales confondues, où il y avait 250 personnes tous les dimanches et où il n'y avait pas de service d'ordre, où l'entrée est très libre et les gens rentraient et donnaient ce qu'ils voulaient aux musiciens et les musiciens repartaient avec en ayant bien gagné par rapport, enfin leur soirée. C'est ça. C'est les gens directement qui venaient participer à ça. On était en autosuffisance. Et donc ça, c'est important de trouver les moyens de faire ensemble. Donc c'est très important que les gens soutiennent aussi les musiciens. Que ce soit un mot sur un réseau social, que ce soit voilà, en soutenant un petit festival ou en donnant dans la rue. Aujourd'hui, il y a plus personne ne joue dans la rue. C'est triste. Qu'est-ce que ça coûte Bien sûr. de laisser un musicien jouer dans la rue? Qu'est-ce que ça nous coûte? Bien sûr. Donc voilà, c'est important. C'est une culture qui se transmet. Quelqu'un qui joue dans la rue, quelqu'un une personne qui va jouer. J'en parlais l'autre jour enfin, il y a un répertoire des chansons populaires françaises. Il y en a un répertoire des chansons populaires parisiennes. Il y a un répertoire des chansons populaires par quartier. Montmartre, Pierre Carré et son groupe qui ont joué à Pigalle pendant 40 ans dans le même club, ils transmettaient ça. Donc c'est toute la culture, c'est pas seulement la musique. Bien sûr. Et c'est pas seulement la culture, c'est aussi les gens, quoi. Voilà, donc juste les musiciens, faut pas lâcher l'affaire, et les gens soutenaient l'art, soutenaient la culture, ce qui se transmet de plein de manières, milliers de manières. Voilà. Alors on va essayer donc de partager cette culture-là et de pas arrêter. Je pense que le message est bien passé. Et puis donc je te propose de se quitter sur ce beau message et puis d'écouter merci. Donc les extraits de l'album. Merci beaucoup pour Bravo, Jo. Merci Benjamin pour donc cette interview et puis à très bientôt sur j'espère en concert. Ou au moins en juillet. Ouais, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on a plein de vidéos et puis il se passe plein de choses quand même. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était Benjamin Sens dans Les Icos partent en live. Merci à lui d'être venu dans cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez le suivre sur internet, notamment sur Facebook, Benjamin Sens, S-A-N-Z. Vous pouvez également trouver le site du collectif MIR, MI2R. .fr, vous pourrez aussi voir les autres groupes du collectif MIR. Ne pas oublier la date en juillet, le 28 juillet au Parc Floral, pendant le Paris Jazz Festival, où il y sera. Et comme il nous disait tout à l'heure, malgré donc l'absence de concerts vraiment prévus au vu des circonstances, il y a des vidéos et des tas de contenus à voir sur Internet. Tout de suite, deux extraits pour mieux découvrir sa musique. Le premier du trio Ounce et le deuxième de son quintet Benjamin Sens Direction. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
De Uns et nous allons directement enchaîner avec Awakening du quintet Direction.
Voilà, vous venez d'entendre Awakening, une chanson du dernier album de Benjamin Sens, direction The Escape, sorti à l'automne. Conseillons d'aller rapidement le découvrir et l'acheter. Merci encore Benjamin Sens pour être venu dans les Icos partent en live. Tout de suite, nous recevons notre prochaine invitée. C'est également une ancienne régulière des jam sessions de la Miroiterie. Elle a été très prolifique ces dernières années puisqu'elle en est à son 8e album, divers projets d'autant de manières de s'exprimer. Elle sort son prochain album Un autre monde le 5 février. C'est Naïsam Jalal. C'est tout de suite dans les Icos partent en live. Bonjour Naïsam. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Ems pour cette interview. Merci. Je vous en prie. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours et ton contexte actuel ? Ouais, alors mon parcours, ça dure depuis 36 ans, donc je sais pas trop quoi dire. Je suis née en France, je suis fille d'immigrés. Mes parents sont d'origine syrienne. J'ai étudié la flûte au conservatoire à l'âge de 6 ans. J'ai commencé, puis j'ai poursuivi mes études de flûte classique au conservatoire tout en écoutant du hip-hop, de la funk, du rock, de la soul, du reggae. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai improvisé pour la première fois de ma vie. Et ça a été une révélation pour moi parce que j'avais pas du tout prévu de faire de la musique dans ma vie. Et le jour où j'ai improvisé, ça a été décisif. Et de là, je suis rentrée dans une fanfare funk. J'ai tourné en France avec cette fanfare pas mal. Et puis ensuite, on a tourné au Mali. Et ça a été c'était assez ouf pour moi parce que j'avais 18 ans, de partir en tournée au Mali et tout, c'était assez dingue. Et on a tourné avec un groupe malien là-bas aussi. Et de retour en France, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais trop de choses à apprendre pour rester ici et rentrer à l'université comme le chemin qui était tracé a priori pour quelqu'un qui a 18 ans. Et je suis partie étudier le NAI au Grand Institut de musique arabe de Damas. J'étais un peu en quête à la fois de mes racines et de mon identité, de cette identité qu'on interroge toujours en France quand t'es arabe, tout simplement. Le naï, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est cette flûte. Est-ce qu'on pourrait un peu la décrire ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette flûte ? Alors en fait, c'est la flûte arabe qui est commune à tous les pays du monde arabe, donc de l'extrême est à l'extrême ouest, c'est-à-dire d'Irak, en Syrie, en Palestine, en Jordanie, dans tous les pays du Golfe. En Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie, même au Soudan, même en Mauritanie et au Maroc. Donc c'est une flûte qui est un des plus anciens instruments, qui fait partie des très très vieux instruments de l'humanité, quoi. Il y a des représentations du naï sur des fresques pharaoniques, tu vois, des trucs qui datent de je sais pas combien de milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc c'est un très très vieil instrument, très primitif, très rudimentaire. Donc c'est juste un roseau en fait. D'accord. Il n'y a aucune embouchure, c'est juste un roseau dans lequel tu souffles et il y a 7 trous qui correspondent à l'échelle des modes de la musique arabe. Donc pour jouer dans chaque tonalité, tu as un naï différent. Alors je tiens quand même à préciser que le naï, c'est pas mon instrument principal. Mon instrument principal, ça reste la flûte traversière. Je joue 80% de flûte traversière et même pas 10% de naï, quoi, tu vois, dans les albums. D'accord. Et là, du coup, donc avec l'album qui va sortir, ça va être sur quel ton c'est vachement. Un autre monde, alors c'est. Ouais. Un autre monde, en fait, c'est un double album qui sort là le 5 février. Il y a 2 CD. Il y a un CD en studio enregistré avec le quintet Rhythms of Resistance et il y a un CD enregistré avec le quintet et l'Orchestre National de Bretagne en live. Donc, tu vois, là, c'est pareil, en fait. Le répertoire, il mobilise, en fait, des différents styles de musique, différents vocabulaires. Et en plus de ça, si tu veux, il y a un orchestre symphonique avec nous pour lequel j'ai écrit. Donc voilà, c'est 3 ans de boulot d'écriture pour avoir un répertoire qui se joue aussi bien en quintette que en quintette augmentée d'un orchestre symphonique.
D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé cette collaboration avec l'orchestre symphonique? C'est quelque chose qu'on t'a proposé ou c'est une rencontre? Comment ça s'est Ouais, alors ça s'est de toute fait? façon, soit tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour D'accord. louer un orchestre symphonique, soit c'est une proposition qu'on te fait. Hein, voilà, donc il n'y a pas 15 solutions. Donc là, en D'accord. l'occurrence, vu que j'ai pas non plus, je suis pas produite par Universal, c'est une proposition qu'on m'a faite. Et du coup, ouais, en fait, j'étais en résidence, j'étais artiste associée pendant 2 ans à l'Estran. Le théâtre de Guidel, c'est en Bretagne, c'est dans le Morbihan. Et le mec m'a dit, voilà, j'aimerais t'accueillir en résidence et en fait, je voudrais que tu écrives pour un grand ensemble. Et moi, j'avais déjà commencé à écrire pour le quintet de ce nouveau répertoire. Donc ça, c'était en 2017, hein, donc c'était il y a 4 ans. D'accord. J'avais déjà commencé à poser les bases d'un nouveau répertoire parce que ça faisait quand même des années qu'on tournait sur les répertoires des 2 premiers albums. Donc j'avais envie de renouveler un peu le répertoire. Et il me dit ça, et donc moi j'étais super excitée parce que c'est vrai que c'est un défi incroyable, tu vois, d'écrire pour autant de musiciens et autant de pupitres. Et en même temps, ça peut être carrément un échec, tu vois, parce que soit parce que tu n'as pas réussi à écrire pour l'orchestre, soit parce que l'orchestre est pas capable de jouer ta musique parce qu'elle est trop complexe, soit tu vois ce que je veux dire, parce qu'elle est pas assez classique et donc du coup pour eux c'est pas des choses auxquelles ils sont habitués, donc ça peut devenir vite compliqué, tu vois. Donc c'était un gros défi et du coup comme moi j'ai une écriture rythmique assez complexe sur des équivalences rythmiques et des superpositions rythmiques assez complexes, j'ai décidé de diviser l'orchestre symphonique par 4. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai le même nombre de pupitres qu'un orchestre symphonique classique, sauf qu'au lieu d'avoir 100 personnes dans l'orchestre, j'en ai 25. Ce qui permet une plus grande mobilité, tu vois, de l'orchestre et moins d'inertie, quoi. D'accord. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en discutant avec un mec qui est spécialisé dans la musicologie de la musique classique, et je lui parlais de ça, de ce choix que j'avais fait, et j'étais pas sûre de mon choix, tu vois, j'étais pas sûre parce que j'ai pas d'autres expériences en fait. Et il m'a dit ouais en fait c'est ce que Bartók a fait aussi parce qu'il avait une écriture très rythmique et donc il faisait jouer des quarts de symphonique. Et donc ça m'a fait plaisir, tu vois, de me dire que c'était pas complètement débile ce que j'avais fait, que ça avait du sens, quoi. Bien sûr. Là, j'imagine que c'est des choses qui sont du coup, c'est très écrit, c'est des gros projets. Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui d'être sur des plus petits projets, plus libres, dans le free jazz comme on avait pu voir? Je vais parler de la miroiterie, mais très brièvement. Mais est-ce que ça t'arrive encore d'être dans cette démarche d'improvisation entre guillemets pure avec des musiciens que tu connais pas, ou c'est quelque chose que tu fais plus, ou? Alors, je le fais moins, c'est sûr que je le fais beaucoup moins. Pas parce que ça m'intéresse plus, mais parce qu'en fait, c'est vrai que la miroiterie, c'est un lieu unique. Et que des occasions comme ça, il y en a plus vraiment, en fait. Et c'est assez triste. Et d'autant plus que, tu vois, le quintet Rhythms of Resistance, qui va avoir 10 ans là, cette année, avec ce nouvel album, c'est un quintet qui est né à la miroiterie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas né à la miroiterie. La première fois qu'on a fait une répétition, c'était pas à la miroiterie, si tu veux, mais les musiciens, le premier batteur du quintet, Francesco Pastacaldi, je l'ai rencontré à la miroiterie. Tu vois, Mathias Sandai, je l'ai rencontré à cette même époque-là. Alors maintenant, les musiciens ont changé, mais Karsten, par exemple, on se retrouvait, qui est encore aujourd'hui dans le quintet, on se retrouvait toujours à la miroiterie. Mehdi Chaïb, qui est le saxophoniste du quintet, on se retrouvait tout le temps à la miroiterie, même si, bon, Mehdi, je le connaissais d'avant. Je le connaissais de mes 17 ans, quoi. D'accord. Mais du coup, tu vois, la miroiterie, c'était un lieu assez unique et on est tous autant qu'on est ultra nostalgiques de cet espace-là. Et ce que je voulais dire par rapport au free jazz, c'est que justement, ce que je trouvais beau là-bas, c'est que c'était juste de la musique libre. C'était pas du free jazz. En fait, on faisait même pas du free jazz parce qu'aujourd'hui, le free jazz, si tu dis je fais du free jazz, faut que tu d'une certaine manière, avec une certaine esthétique, ce qui est exactement le contraire de la notion de liberté, hein. Et en fait, moi, ce que je kiffais vraiment là-bas, c'est qu'on était totalement libre. Il n'y avait pas de code, il n'y avait pas d'esthétique, il n'y avait pas de motif, tu vois, ou genre quand tu vas aujourd'hui écouter des concerts de free jazz, entre guillemets, ou de musique improvisée, il faut que ça sonne de telle ou de telle façon, tu vois, pour que ça en soit. Oui. Et là, ce qui était vraiment beau, et je trouve vraiment classe, c'est qu'on se retrouvait, on était des musiciens de partout, et on n'en avait rien à foutre
et on jouait ensemble. Et on se disait rien. On se disait même pas, non seulement on se disait pas de grille, mais en plus de ça, on se disait même pas une tonalité. Tu vois, on se disait rien, quoi. On montait sur scène et on jouait, putain. Et en fait, très rapidement, on trouvait un terrain commun. Et ça, je trouvais ça mais ultra beau et vraiment super rare. Et aujourd'hui, moi, par exemple, tu vois, je suis pas du tout quelqu'un qui moi, je suis pas quelqu'un qui a si tu veux, qui a étudié la musique, enfin le jazz ou les standards de jazz, ou tu vois, j'ai pas du tout une approche de la musique qui est académique en fait, d'un point de vue du jazz et de la culture jazz. Et donc, je pourrais pas aller dans une jam et on me dit vas-y, bah joue, je sais pas, Sunny ou On the Sunny Side of the Moon ou je sais pas quoi, ou tu vois n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais je pourrais pas arriver et tu vois avec mes grilles que je connais par cœur et jouer ça. Enfin, en plus, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais là, le gros des jams à Paris, c'est ça en fait. C'est soit tu connais tes standards. Les thèmes. Soit t'as rien à faire ici. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a un côté dans les jams qui est vachement dans la démonstration. Et ce qui était vraiment précieux à la Miroiterie, évidemment, on était un peu dans la démonstration quand même. Forcément, parce qu'on voulait montrer au public qui nous connaissait pas des trucs qu'on savait faire. Mais il y avait une vraie écoute. Il y avait un vrai désir de partager, de s'écouter, d'échanger. C'était super beau. Hein. Franchement, c'est une expérience unique et vraiment riche et vraiment magnifique, tu vois. Donc c'est vrai que aujourd'hui je le fais plus trop, mais le premier concert de mon quintet, c'était à la Miroiterie. Est-ce que tu as un message que tu aimerais dire aux gens? En fait, donc là en mars 2021, la révolution syrienne, elle aura commencé depuis 10 ans. Et tout le monde croit que c'est fini en fait, qu'il n'y a plus de problème en Syrie et tout, sauf que les gens ils vivent vraiment dans une galère monstrueuse et que la guerre est pas finie en fait. Cette révolution, elle a été usurpée par le régime, elle a été usurpée par le pouvoir avec la complicité de ses acolytes russes, iraniens et autres d'ailleurs, parce que il y a ceux qui s'affichent et il y a ceux qui s'affichent pas. Et aujourd'hui, on a plus de 500 000 morts en Syrie. Il y a plusieurs centaines de milliers de disparus qui sont probablement morts dans les prisons du régime, morts sous la torture. Le régime a utilisé et continue d'utiliser le viol comme arme de guerre contre son peuple. Il y a des millions de réfugiés qui ont quitté la Syrie, qui sont partout dans le monde et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Le gouvernement a eu le culot de les inviter à rentrer chez eux alors qu'ils savent très bien que s'ils rentrent, pour la plupart, ils seront mis en prison. Et du coup, je voulais juste dire ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'entend plus du tout parler de la Syrie, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'intéresse au Covid. Bon, pourquoi pas, tu vois. Enfin, c'est sûr que c'est quand même un virus qui nous touche. Mais voilà, j'ai juste envie de dire aux gens qu'il y a quand même encore des choses à faire peut-être, et en tout cas au moins un peu de solidarité à exprimer. D'accord. Eh ben écoute, le message est là. J'espère qu'il sera entendu parce qu'effectivement, on a tendance à se focaliser sur une chose qui est bien de chez nous, mais on oublie tous les combats qui sont encore dans le monde là. Vu le timing, je propose qu'on se quitte avec un extrait de l'album Quest of the Invisible, si tu es d'accord. Ouais, avec plaisir. Et puis je te souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt en concert. On se tiendra au courant via ta newsletter et on annoncera tes prochaines dates dans cette émission en croisant les doigts qu'on puisse revenir dans les salles prochainement. Super, merci beaucoup Jérôme. Merci Naïsam. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était Naïsam Jalal dans les Ecos partent en live. Faute de temps, on a dû pas mal éditer cette interview, c'est pourquoi on diffusera la deuxième partie de cette interview à la prochaine émission. Vous apprendrez d'autres choses sur les autres projets de Naïsam Jalal. En attendant, vous pouvez toujours acheter son album qui sort le 5 février, s'abonner à sa newsletter que vous trouverez sur sa page Facebook ou son site internet naïsamjalal.com pour connaître les prochaines dates de ses concerts. Tout de suite, une chanson de son album The Quest of the Invisible, Le Temps. À tout à l'heure.
C'était Le Temps, une chanson que vous pourrez trouver dans l'album Quest of the Invisible de Naïsam Jalal, que nous remercions encore d'avoir participé à cette émission. Il n'y a pas de temps pour d'agenda concert. De toute façon, vous l'aurez compris, il faut suivre sur les réseaux ce qui se passe puisque tout est sujet à modification. On se retrouve en mars pour la deuxième partie de l'interview de Naïsam Jalal et d'autres surprises. En attendant, écoutez de la musique et à bientôt sur Radio Ems.